L'Europe se prépare à la guerre. L'élan de militarisation est indéniable et a désormais atteint les universités. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Mon invité d'aujourd'hui, en fait, a quitté son poste de professeur associé à l'Université du Danemark du Sud pour protester contre la militarisation des projets de recherche. Le Dr Dylan Cawthorne est un spécialiste de la conception et de l'éthique des drones, et il est ici pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde universitaire européen. Dylan, bienvenue. Merci de m'avoir invité, Pascal. Merci d'avoir accepté. Je te l'ai déjà dit, mais je respecte vraiment le fait que tu aies pris la décision personnelle de quitter l'université quand tu as compris que ta recherche sur les drones allait être, militarisée et utilisée à des fins militaires. Peux-tu expliquer un peu ce qui se passait, ce qui est arrivé et pourquoi tu as dû prendre cette décision? Oui, absolument. Au cours des dernières années, l'université a vraiment changé. J'étais professeur associé à l'Université du Danemark du Sud, ici, dans la partie centrale du pays. Et en fait, j'ai vécu en temps réel cette militarisation qui se déroule au Danemark. La technologie des drones est très importante pour le pays et on la considère comme une sorte d'arme de haute technologie pouvant être développée à l'avenir. Donc il y a beaucoup de financements qui y sont consacrés. Je sentais que je ne pouvais pas, moralement, aller travailler chaque jour. J'avais l'impression de devenir une partie du problème plutôt qu'une partie de la solution. Mon objectif avec la technologie a toujours été d'essayer de rendre le monde meilleur. Je sais que c'est un idéal très large et peut-être difficile à concrétiser. Mais depuis environ 8 ans, j'étudie aussi l'éthique, en essayant de comprendre comment l'intégrer dans la conception technologique. Je veux dire les drones. Les drones sont aujourd'hui une technologie typiquement à double usage, n'est-ce pas? Comme on dit dans le jargon, cela peut être une chose formidable pour livrer des colis et contribuer à améliorer la société, ou bien ça peut servir à tuer des gens depuis les airs. Surtout dans la guerre en Ukraine, on a vu à quel point les drones sont devenus importants. C'est quelque chose auquel on avait déjà réfléchi auparavant. Mais cela n'avait jamais été testé à une telle échelle. Comment dois-je imaginer l'impact que cela a eu sur l'université où vous étiez et sur les dispositifs de financement? Je veux dire, comment avez-vous vécu la militarisation à l'université? Oui, c'était vraiment dans les cas d'utilisation des drones, comme tu l'as dit. Il y a 6 ou 8 ans, il y avait toute cette histoire de transition écologique. Partout, on ne parlait que de transition verte et d'investissement dans un avenir durable. Beaucoup de nos drones étaient conçus pour ce type d'application. Surveillance de la faune ou de la biodiversité. Santé. J'ai développé un drone qui devait servir au transport d'échantillons médicaux. Donc oui, c'était, je dirais, des usages plus bénins, voire même positifs, des drones. Et puis au cours de ces dernières années, surtout en 2022, c'est là que le grand tournant s'est vraiment fait sentir. Quand nous avons commencé à nous militariser, beaucoup de mes collègues, qui auparavant n'étaient pas intéressés ou même opposés à la fabrication d'armes, ont changé d'avis. Et puis le discours du Premier ministre était très pro-militaire, du genre « Nous soutenons l'Ukraine, nous renforçons nos capacités et nous consacrons 5% du PIB au développement d'armes. » Ce processus venait tout juste de commencer à l'université quand je suis parti, car d'énormes financements arrivaient pour fabriquer des armes. T'ont-ils également encouragé à travailler sur de tels projets ou ont-ils parlé aux corps enseignants? Était-ce un sujet? En a-t-on discuté? Du genre, d'accord, nous avons maintenant plus de projets militaires, ou est-ce simplement quelque chose qui s'est passé en silence? Oui.
Cela faisait de nombreuses années que le sujet était débattu, surtout dans le domaine de la recherche sur les drones, car comme vous l'avez dit, cela a toujours été un enjeu. Il y a environ 6 ans, mes collègues et moi avons rédigé une lettre. Nous ne l'avons jamais réellement envoyée à notre direction, mais nous leur en avons parlé. Nous avons dit qu'au Danemark, en tant qu'universitaires, nous étions censés bénéficier de la liberté de recherche et que nous allions exercer cette liberté. Nous ne travaillerions pas sur des projets militaires. Ils ne voulaient pas nous donner de directives précises sur ce que nous pouvions ou ne pouvions pas faire. Si, par exemple, nous développions une technologie de contre-drone ou quelque chose de ce genre. Alors nous avons dit, d'accord, nous ne le ferons pas. Et ils ont dû l'accepter. Du moins sur le papier, ils ne pouvaient pas nous refuser notre liberté de recherche. Ce qu'ils peuvent faire, en revanche, c'est vous licencier lorsque vous ne trouvez plus de financement pour vos projets de recherche. Peux-tu expliquer cela? Parce que beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on est embauché par une université, celle-ci vous donne l'argent pour la recherche, puisque, évidemment, c'est elle qui en est responsable. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Non. Et je pensais aussi cela, parce que je ne suis pas un universitaire de carrière. Je travaille dans le milieu académique depuis environ 12 ans, mais avant cela, j'avais une autre carrière. Donc je me disais oui, il suffit d'y aller, de faire des recherches sur des sujets intéressants et importants et d'essayer d'améliorer le monde. Mais l'université est une entreprise. Son produit, ce sont les étudiants et aussi de nombreux projets de recherche. En gros, tout dépend du domaine de recherche dans lequel on se trouve. Parfois, on obtient un financement correct grâce à l'enseignement, et cela peut être un peu plus stable. Mais la plupart de notre argent provenait de projets de recherche externes. Donc, en somme, il faut financer soi-même son poste pour le conserver. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai démissionné. C'était une combinaison entre cette réduction de la liberté de recherche et la militarisation qui se produisait en parallèle, car on subissait constamment des pressions pour obtenir des financements. As-tu des informations sur la part des recherches dans ce domaine qui étaient financées par l'armée, l'OTAN ou d'autres organisations liées à la sécurité? Je ne suis pas sûr, mais autrefois c'était vraiment petit, voire presque inexistant. Je sais qu'il y avait un projet dans une autre région qui collaborait avec Terma Aerospace, qui travaille sur le F-35 Joint Strike Fighter. Mais c'était assez limité, et c'était aussi très tabou. Donc, quand notre groupe de recherche sur les drones a été créé, notre premier responsable était un ancien militaire, et sa direction lui a dit « Ne t'avise pas d'en parler. Nous ne faisons plus ce genre de choses. » Et il ne l'a pas fait. À son crédit, il a changé de cap, et nous avons mené des projets civils, des choses pour l'éducation, pour le développement des entreprises et ce genre d'activités. Mais ensuite, surtout en 2022, il y a eu un énorme changement. Tout le monde a dit « Maintenant, nous le faisons. Nous devons le faire pour protéger l'Europe et pour protéger le Danemark. » C'est donc la guerre en Ukraine qui a fait pencher la balance, y compris dans les universités, les rendant plus enclines à suivre cette voie. Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont on parlait de la recherche militaire dans les universités? Le changement a été si rapide, et j'ai été stupéfait de voir à quel point les gens l'acceptaient sans se poser de questions. Il y a quelques années, peut-être 3 ou 4, on a créé quelque chose appelé le CNF, le Centre national de recherche. En gros, c'est l'un de ces organismes de type triple hélice, dont l'objectif est d'intégrer l'armée, l'industrie et le monde universitaire. Oh! Et donc, cela a été créé, en quelque sorte, unilatéralement,
et toutes les universités y ont participé. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de discussions à ce sujet, mais cela a simplement été mis en place. Je dirais qu'au tout début, quelques personnes étaient inquiètes, mais cela n'a pas vraiment eu d'impact sur notre travail quotidien. Ce qui a eu un impact, en revanche, c'était la guerre et le changement des programmes de financement. L'une des choses qui m'ont particulièrement mis mal à l'aise, il y a eu quelques moments où je me suis dit « Bon là, c'est trop, je ne peux plus continuer », c'est quand un collègue, un professeur d'un autre domaine de recherche, a essayé d'obtenir une subvention spécifiquement pour militariser des technologies civiles. Il comptait observer notre travail, voir ce que nous faisions, et en faire une arme. Une subvention de qui? Qui d'autre? L'armée, je suppose. Si je me souviens bien, c'était l'Union européenne, enfin, la Commission européenne, parce qu'ils veulent aussi fabriquer des drones kamikazes produits en Europe, afin que nous ne dépendions pas de la Chine, par exemple. Quand on publie ces travaux publiquement, comme nous l'avons fait, on ne peut jamais savoir exactement à quoi les gens vont utiliser vos recherches. Mais quand la personne est assise juste à côté de vous et qu'elle a une connaissance interne de ce que vous faites et de la manière dont vous le faites, pour moi, c'était aller trop loin. Je ne voulais pas en faire partie. En gros, de jour en jour, je me sentais de plus en plus mal à l'aise et je m'inquiétais de plus en plus pour mes étudiants. Je me disais que, dès qu'ils quitteraient ma classe, s'ils le voulaient, ils pourraient littéralement aller n'importe où et commencer à faire exploser des gens. Et je ne pense pas qu'ils aient la formation éthique nécessaire pour utiliser leurs compétences d'ingénieur de manière responsable. C'était une grande source d'inquiétude pour moi. Peux-tu m'expliquer un peu cela? Je veux dire, nous avons toujours eu ce dilemme moral ou ce problème moral depuis toujours, non? Les personnes qui ont travaillé sur l'énergie nucléaire sont aussi celles qui, au final, ont permis, bien sûr, la création des bombes atomiques. Ce type de recherche va de pair, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment les séparer. Et c'est la même chose dans de très nombreux domaines. Tu m'as dit que tu venais à l'origine de l'industrie aérospatiale, et tu as vu cela là-bas aussi. Peut-être pourrais-tu commencer par en parler, puis aborder le caractère à double usage des drones. Mais commence peut-être par les autres domaines que tu connais et qui ont été militarisés. Oui. Une grande partie de mes recherches au cours des dernières années a porté sur la conception technologique guidée par l'éthique. Et un élément essentiel de cela, c'est le contexte. Si vous fabriquez des drones destinés à un usage médical, et qu'ils seront probablement utilisés dans ce cadre, vous pouvez raisonnablement supposer que la technologie sera conçue pour cet usage. Mais si vous êtes dans un contexte où ils sont activement développés comme armes, vous pouvez tout aussi raisonnablement supposer que c'est ainsi qu'ils seront employés. Les drones ont toujours eu ce caractère à double usage, et je pense qu'une grande partie de mes recherches visait justement à réduire les capacités ou les risques liés à ce double usage. Par exemple, l'un de mes drones était beaucoup plus petit, en gros, aussi petit que possible. La raison en était de réduire la capacité de charge utile afin qu'il ne puisse transporter que ce dont il avait besoin et rien d'autre. Très souvent, les drones sont conçus pour maximiser leur capacité, ce qui les rend très faciles à détourner de leur usage prévu. Ce drone intégrait également de nombreuses fonctions de protection de la vie privée, ainsi que des dispositifs de visibilité, car les exigences pour un drone commercial sont très différentes de celles d'une technologie militaire. Par exemple, pour un drone militaire, on veut qu'il soit très furtif. Vous savez, il y a de fortes chances qu'il soit activement brouillé. Il faut donc disposer de systèmes de contrôle très robustes. Maintenant, ils ont ce véritable câble optique qui va directement jusqu'au drone. Dans un contexte civil,
Ce serait inutile, n'est-ce pas? Ce serait largement excessif. Il existe donc certaines différences entre les technologies civiles et les technologies militaires. Et je dois dire que je suis assez préoccupé par cette double utilisation. L'État danois investit massivement dans les technologies à double usage. Désormais, ils doivent consacrer 5% du PIB. Et ils disent « D'accord, ne vous inquiétez pas, population. Nous allons nous défendre contre les Russes qui arrivent à Copenhague. Mais nous allons aussi vous offrir toutes ces excellentes technologies civiles en prime afin d'économiser un peu d'argent. » Donc genre, on peut lui coller une grenade à main ou on peut s'en servir pour livrer des échantillons de sang. Ouais, ce genre de scénario. En gros, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'économies là-dedans. C'est aussi ce qui se passe, à mon avis. Donc oui, je pense que ça va donner un grand coup de pouce à l'économie danoise. Et maintenant, ils ont tous ces clients. En gros, Mette Frederiksen a dit « Achetez, achetez, achetez ». Elle veut que les gens dépensent de l'argent à tout va. Et la défense ou l'armée au Danemark ne peut pas acheter assez vite. Ils préféreraient acheter des produits danois s'ils le pouvaient, n'est-ce pas? D'accord, mais est-ce possible tout de même, dernière question à ce sujet, que le Danemark ou l'Union européenne aient la capacité de produire eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner une industrie des drones? Parce qu'en ce moment, on constate que l'UA, tout comme les États-Unis, découvre que, mince, beaucoup des composants dont nous avons besoin proviennent en réalité de Chine. Avez-vous de l'expérience à ce sujet? Mon expérience se situe principalement dans le contexte danois, et je dirais que l'industrie des drones est encore très petite et très récente ici. C'est un autre aspect qui pose problème. Si l'on veut faire les choses correctement, tout dépend de la vitesse à laquelle ils essayent d'accélérer le mouvement. Avant cela, la plus grande entreprise de drones militaires au Danemark était, je crois, Skywatch. Ils avaient peut-être une quarantaine d'employés. Je veux dire, c'est un pays de seulement 6 ou 7 millions d'habitants. Mais malgré tout, les industries y sont petites. Quand j'étais à l'université, nous avions un laboratoire de recherche à l'aéroport. Et l'idée était de créer beaucoup de jeunes pousses. Certains de nos anciens étudiants ont fondé leur propre start-up et quelques entreprises de drones en sont issues, travaillant surtout sur des technologies civiles. Mais c'est encore le tout début. Je ne pense pas qu'on puisse comparer cela, enfin, on ne pourrait en aucun cas le comparer, à beaucoup d'autres pays qui ont bien plus d'expérience dans ce domaine. À votre connaissance, quel pays possède la plus grande présence en matière de recherche et d'industrie des drones dans l'Union européenne? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment, mais j'imagine que les Allemands en ont pas mal. Nous avons eu quelques projets de collaboration avec eux et ils semblaient avoir de solides compétences. Cela aurait du sens. Et parlons un peu des parallèles avec l'industrie aérospatiale, où vous travaillez auparavant. Comment ça se compare-t-il? Est-ce que toutes ces technologies seront forcément utilisées aussi par l'armée? Je pense que cela a toujours été un risque. Il y a quelque temps, mon ancienne directrice de thèse a écrit un article intitulé « Civilizing Drones by Design ». Est-ce possible? Elle souligne qu'il existe d'importantes différences de capacité, comme je l'ai déjà mentionné. Mais je pense qu'en réalité, c'est impossible, justement parce qu'il s'agit d'une technologie à distance. On crée déjà une séparation entre soi et ce robot volant. Je crois donc qu'elle possède des caractéristiques intrinsèques qui rendent pratiquement impossible de la dissocier complètement d'un usage dual.
Et c'est une autre raison pour laquelle j'ai décidé de quitter l'industrie. Parce que, pendant environ 6 ans, j'ai réfléchi à plein temps à la manière de concevoir de bonnes technologies en tant qu'ingénieur. J'ai étudié cela en profondeur et ma compréhension de l'éthique, ainsi que de la façon dont la technologie est utilisée à des fins bonnes ou mauvaises, violentes ou non violentes, m'a en quelque sorte fait perdre la foi en la technologie comme force du bien. C'est une conclusion triste à tirer, mais aussi assez simple. Je veux dire, vous savez, pendant les guerres napoléoniennes, on utilisait des ballons comme nouvelle technologie à l'époque pour s'élever et observer ce que faisait l'ennemi. C'était alors une technologie militaire. Je veux dire, il y a toujours une application militaire pour une forme ou une autre de nouvelles technologies, surtout quand il s'agit de choses qui volent. Mais il y a une autre question cependant. Ce que nous savons, pour être un peu plus positif, c'est qu'il existe des moments où nous décidons d'essayer de limiter certaines technologies. Par exemple, nous l'avons vu avec les balles. Il existe certains types de balles qui sont interdits. Il existe certains types d'équipements qui, en vertu du droit international, sont interdits. Nous voyons comment le traité de non-prolifération a tenté de limiter le nombre d'États dotés de l'arme nucléaire, avec un certain succès. En fait, un succès assez notable. Nous restons encore à un chiffre, du moins pour l'instant, en ce qui concerne les États possédant des armes nucléaires. En ce qui concerne les drones, selon vous, quel est l'aspect le plus problématique de leur utilisation dans la guerre, en termes de dégâts qu'ils causent ou peuvent causer, ou de la manière dont vous les avez vus être utilisés? Ouais, on devient sombre. Eh bien, je veux dire, je n'ai aucune idée de comment l'imaginer. Je pense juste que ça doit être absolument horrible. Nous n'avons pas encore vu les films, tu sais? Oui, je pense que c'est probablement le lien avec la personne qui est tuée qui est le plus viscéral, la partie la plus troublante pour moi. Par exemple, dans la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, voir ces vues à la première personne de soldats ou de civils, quelques instants, quelques secondes avant qu'ils n'explosent, on peut presque voir leur visage. Je trouve cela horrible. C'est terrible. C'est déchirant. Oui, donc je pense que c'est vraiment difficile. Et nous avons aussi appris, pendant les frappes de drones américaines, il y a 10 ou 20 ans, que les pilotes de drones souffrent eux aussi de stress post-traumatique. Ils souffrent vraiment parce qu'ils voient les victimes de leur propre technologie. Donc je pense que oui, même si c'est une technologie à distance, d'une certaine manière, on est en réalité très proche de la personne. Et je trouve cela vraiment tragique. Les interdirais-tu? Interdirais-tu les drones si tu en avais le pouvoir? Totalement, sans exception. Oui. Et qu'en est-il des applications civiles sur lesquelles vous avez travaillé, lesquelles vous ont rendu le plus optimiste quant à la technologie? Oui, je dirais qu'il y a beaucoup d'applications logistiques qui semblent très prometteuses. Vous savez, transporter des choses d'un point A à un point B, surtout dans le domaine de la santé. Par exemple, l'un de mes projets consistait à acheminer des échantillons médicaux depuis des îles isolées du Danemark vers les hôpitaux principaux pour analyse. Donc je pense, oui, qu'il y a un aspect de justice sociale important pour les personnes vivant dans des communautés et des zones mal desservies, qui pourraient être aidées grâce à la technologie des drones. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est généralement davantage une question d'économie qu'une question de justice. C'est plutôt une question de savoir comment économiser de l'argent tout en continuant à fournir le service.
Je suis en fait assez cynique à propos de ce genre de solutionnisme technologique vers lequel beaucoup de gens se tournent, parce que je pense que si quelque chose est vraiment important, on le fait simplement. On trouve un moyen de le réaliser. C'est aussi une autre façon de remplacer des emplois, de déplacer des personnes et de créer de la distance entre elles. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de la technologie. Et c'est vraiment dommage, parce que j'adore les avions et tout ce qui vole. Je faisais du modélisme d'avions télécommandés comme passe-temps. Et maintenant, je vois cette chose que j'aime. Elle a été en quelque sorte corrompue par le commerce et par la guerre. Et ça me brise vraiment le cœur. Est-ce que vous avez sûrement réalisé ou consulté des études comparatives sur différents types de technologies. Quand je pense aux drones, j'imagine surtout des quadricoptères. Mais quels types de drones sont en réalité les plus utilisés, ou disons les plus prometteurs, sur lesquels on travaille actuellement? Oui, la plupart des cas d'utilisation réelle concernent ces petits avions, qu'on appelle essentiellement des drones à voilure fixe. Imaginez simplement un avion normal qui avance en vol grâce à ses ailes. Ils sont très utiles car ils peuvent parcourir de longues distances, tandis que les quadricoptères consomment beaucoup d'énergie rien que pour rester en l'air. D'accord. Donc, les drones à voilure fixe sont vraiment importants. Ils peuvent parcourir de longues distances. Et maintenant, il existe ces drones, appelés drones hybrides, qui sont en fait des avions avec des quadricoptères intégrés. Ainsi, ils peuvent décoller comme un quadricoptère, puis voler sur leurs ailes. Et quand vient le moment d'atterrir, ils peuvent se poser verticalement. C'est donc une sorte de combinaison des deux mondes. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que cela apparaisse? Je veux dire, les drones sont pour moi un phénomène relativement récent. Je dirais que je connais leur existence depuis peut-être une dizaine d'années. Pourquoi ça n'a-t-il pas déjà été développé dans les années 1970 et 1980? Oui, en partie, il s'agissait simplement de stabilisation, car c'est un système intrinsèquement instable qui cherche sans cesse à basculer. Donc, une partie concernait les capteurs et leur miniaturisation, et une autre relevait de raisons réglementaires. C'est pour cela qu'on ne les voit pas simplement voler partout. La technologie fonctionne globalement, pas à 100%, mais elle fonctionne. Ce sont ces détails agaçants, comme la FAA et d'autres organismes de sécurité, qui veulent éviter que de grandes machines volantes ne s'écrasent sur des gens. En fait, l'une des entreprises de drones ayant accumulé le plus d'heures de vol commercial s'appelle Zipline. Ils ont volé en Afrique pendant de nombreuses années et maintenant ils veulent livrer pour Walmart. Donc, à mon avis, ils ont un peu utilisé l'Afrique comme terrain d'essai. Ils ont volé, je ne sais pas, peut-être des millions d'heures à livrer du sang. Et maintenant, ils sont passés au commerce aux États-Unis. Très intéressant. Mais pensez-vous que ça va changer l'aspect réglementaire? Pensez-vous que nous assistons à un mouvement vers une utilisation accrue des drones, peut-être davantage à des fins civiles dans nos pays? Ou avez-vous des informations à ce sujet? Oui, donc au Danemark, la discussion a surtout porté sur le pilotage de drones, l'exploitation de drones en dehors de la ligne de vue de l'opérateur. On appelle cela le BVLOS, pour Beyond Visual Line of Sight, c'est-à-dire au-delà de la ligne de vue. En gros, les drones ne peuvent pas faire grand-chose d'utile s'ils doivent rester près de l'opérateur. Si j'inspecte une éolienne et que je suis l'opérateur, je peux me tenir au pied de l'éolienne et le drone peut voler autour, mais je ne peux pas livrer quelque chose à 1 kilomètre, ou à 10 kilomètres, ou à 50 kilomètres.
C'est donc le principal point de désaccord entre l'autorité du trafic aérien, les régulateurs de sécurité et l'industrie, je dirais. Ces règles sur le vol au-delà de la ligne de vue. Et je vois en fait cette question évoluer un peu indépendamment du domaine militaire. Parce que je pense que toutes les règles de sécurité et ces considérations ne jouent pas vraiment de rôle quand on parle d'un projet militaire, n'est-ce pas? Oui, parce que tu veux faire du mal aux gens. C'est tout l'objectif de ces choses-là. Et as-tu suivi la guerre en Ukraine? As-tu des informations sur les types de drones qui ont été utilisés et sur la manière dont la technologie a été influencée par ce qui a été appris sur le champ de bataille? Oui. Donc, c'était pas vraiment mon domaine de recherche jusqu'à ces 2 dernières années, surtout par intérêt personnel, parce que je voulais comprendre ce qui se passait et où ma technologie pourrait être utilisée. D'après ce que j'en sais, c'est en gros de la R&D en temps réel qui se déroule en ce moment même. Cet été, j'ai manifesté contre l'événement sur les drones que nous avons eu ici au Danemark, moi et quelques autres personnes. C'est en fait une sorte de salon professionnel, avec beaucoup d'universitaires qui donnent des conférences, etc. Cette année, il y avait peut-être 400 participants, et plus de la moitié, je dirais, des stands portaient sur des technologies militaires. Donc les choses ont vraiment changé très vite. Oui, je dirais que d'après ce que je comprends, ces drones kamikazes à fibre optique sont en gros de très puissants quadricoptères de course, des drones de loisirs que l'on peut acheter en Chine, auxquels on a fixé un explosif de type RPG. Donc, à partir d'une grenade propulsée par roquette, on attache la charge explosive, à peu près de cette taille, sur le drone. Ensuite, on le fait voler avec un câble très fin, peut-être sur quelques centaines de mètres, pour faire exploser un char ou une cible ennemie à proximité, en utilisant des lunettes pour voir à travers la caméra. Je crois qu'ils sont utilisés de manière assez intensive. Et comme il est relié par un câble, il ne peut pas être brouillé. C'est donc une connexion très fiable. Exactement. Et c'est un exemple de coût très faible. Je veux dire peut-être quelques centaines d'euros ou quelque chose comme ça. Peut-être plus, peut-être moins. Et bien sûr, les Russes et certains autres acteurs en ont de plus sérieux, de plus légitimes. Les Russes en ont un assez grand, une sorte d'aéronef en forme de diamant avec un moteur à essence. Il émet un bruit de bourdonnement, donc les gens savent un peu quand il arrive. Ils peuvent l'entendre venir. Je pense qu'il a peut-être une envergure de 2 ou 3 mètres. Et c'est un modèle assez coûteux, à plus longue portée, avec une charge explosive bien plus importante. Donc je pense que oui. Quand on dit drone, cela recouvre toute une gamme de choses. Allant de très petits drones de surveillance très silencieux utilisés pour observer les mouvements de l'ennemi, à ces quadricoptères qui volent et font exploser des cibles, jusqu'aux très grands systèmes auxquels certains acteurs étatiques ont accès. Et je suppose, enfin, je parierais beaucoup d'argent qu'une grande partie de la recherche porte probablement sur la façon de combiner les drones avec l'intelligence artificielle et de les utiliser ensemble, ou peut-être pas. Tu sais quelque chose à ce sujet? Je sais que c'est un domaine de recherche. Il y a bien sûr des personnes qui en sont très sceptiques. Mais j'ai vu des exemples, surtout dans des contextes de commandement et de contrôle, où un système d'IA intègre différents types d'informations et fournit des recommandations. Cependant, même au sein de l'armée, je pense qu'il y a des gens qui sont assez sceptiques et opposés à cela. Simplement parce que oui, la qualité de l'information est très importante. Oui.
D'accord. À ton université, penses-tu qu'il y avait aussi des discussions actives sur la question de savoir si c'est éthique ou non? Ce passage de l'usage civil à l'usage militaire. Est-ce que c'était un grand sujet parmi les étudiants ou est-ce que c'est plutôt sous-entendu que c'est simplement comme ça? Je pense que c'était un sujet important. Je n'ai pas vraiment vu beaucoup de réflexion de la part de notre direction. Il disait, le Premier ministre dit que nous faisons cela, alors nous le faisons. Et regardez tout cet argent. N'est-ce pas formidable? Parmi mes collègues, il y avait en fait pas mal de discussions. Chaque année, nous avons cette réunion en dehors du bureau où nous parlons de l'année à venir, ce que nous allons faire, quel est notre plan. Et au cours des dernières années, l'un des grands sujets, c'était, vous savez, ces questions militaires. Cela n'en finissait pas. Pour mes anciens étudiants, je dirais qu'il y avait une forte minorité qui s'y intéressait vraiment. Certains pensaient que cela n'avait pas d'importance. D'autres ne s'en souciaient pas vraiment. C'était simplement des ingénieurs qui aimaient créer des choses intéressantes. Certains disaient « Oui, nous devons protéger le Danemark ». Et d'autres disaient « C'est fou, c'est un grand changement ». Les étudiants que j'avais n'étaient pas particulièrement actifs ou engagés politiquement. Mais dans certaines autres universités au Danemark, à Aarhus et à Copenhague, par exemple, il y a eu des cas d'étudiants protestants contre la collaboration avec WE, comme Therma Aerospace, qui fabrique des pièces pour le F-35. D'accord. Mais en même temps, il y a bien des manifestations, celles que vous avez montrées derrière vous. Et vous faites aussi partie d'un programme appelé Drones for Peace. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai créé parce que je pensais que cela devait figurer à l'ordre du jour. Mon idée avec Drones for Peace était essentiellement de promouvoir l'utilisation non violente de la technologie des drones. J'ai réuni un groupe de personnes formidables cet été et nous sommes allés à ce salon des drones qui a lieu chaque année. C'était un peu ironique, car j'étais aussi un participant du salon. J'avais mon badge et je me tenais dehors avec mes amis de Drones for Peace en disant « Nous ne voulons pas de ça, c'est mauvais ». Puis je suis entré et j'ai discuté avec les gens sur place. C'était une situation très étrange. Mais oui, nous prévoyons de recommencer. En gros, nous sommes très sceptiques face à cette militarisation en cours et nous voulons vraiment créer des technologies pacifiques. C'est notre objectif. Pensez-vous qu'il soit possible de créer ou de mener des recherches sur les drones qui soient purement défensives par nature? Vous savez, l'un des problèmes avec les armes nucléaires, c'est qu'il est presque impossible de les garder purement défensives, n'est-ce pas? À cause des effets secondaires et de tout cela. Mais certaines technologies peuvent être utilisées uniquement à des fins de défense. Alors, y a-t-il un moyen de dire, d'accord, il existe des cas d'usage légitimes, des raisons légitimes, de mener des recherches qui se concentreraient par exemple sur la manière de se défendre contre les drones, comme si quelqu'un essaye de vous attaquer, comment les neutraliser? Ce genre de recherche est-il également mené? Et comment voyez-vous cela? Oui, c'est en cours. Il y a des travaux sur la technologie anti-drone, et je comprends ton point de vue. En tant que technologie défensive, cela a du sens. Mais aussi, si tu empêches l'attaque de quelqu'un d'autre, cela reste utile sur le plan militaire. Je pense que dans le cas de la défense des infrastructures civiles, cela pourrait être un usage tout à fait raisonnable, comme la protection des aéroports. Nous avons eu cette prétendue intrusion de drones à l'aéroport de Copenhague il y a quelques mois, dont personne ne sait encore vraiment ce que c'était, mais ils ont affirmé qu'il y en avait une. Donc cela aurait pu être un système utile à avoir.
Can I ask you about this one? Like, how is it possible that Puis-je te there's poser une so question à much ce media sujet? buzz about Comment se fait-il those qu'il y ait drones, autant de but battage somehow médiatique nobody autour de gets hold of prétendus them, drones, nobody mais que personne ne can, parvienne à en like, attraper un, identify que them? personne ne puisse réellement les Do you identifier? buy that? Or is it Tu y a crois, toi, hysteria, ou c'est kind de of a, l'hystérie? a U-boat Un peu comme, tu sais, une situation situation de where everybody sous-marin. there was Il y a eu these dans les années babies where 80 people des cas got, où like, les gens sont hysteric devenus about, hystériques à propos de Russian sous-marins russes submarines, dans la in the Baltique. Et il Baltic. s'est avéré Turns plus out tard later que on c'était that en was grande more or partie less une a invention, fabricated, surtout du côté de l'OTAN, pour fabricated attiser thing, la more or less panique. from the NATO side À ton in avis, order to get, qu'est-ce que c'était dans le rid cas of des this drones? hysteria. What do you think it was for the drone case? Oui, donc je pense que c'est clairement une sorte de peur rouge. Oui, parce que, enfin, je pense qu'il est assez probable que des gens, c'est juste une supposition de ma part, ont probablement vu quelque chose. Mais ensuite, au lieu de dire « il y a quelque chose qu'il faut examiner », il y avait quelque chose dans notre espace aérien auquel on ne s'attendait pas. Ils ont dit « eh bien, ça pourrait être les Russes, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, ça pourrait être une double menace » et toutes ces histoires de guerre hybride. Donc je pense que ce qui s'est passé est une chose, et la manière dont les gens en ont parlé en est une autre. Peut-être qu'ils étaient simplement très inquiets et effrayés. C'est une explication possible. Ils voulaient être en état d'alerte maximale, ou bien ils cherchaient vraiment un faux prétexte, essayant de trouver des excuses pour effrayer les gens. Les gens étaient vraiment effrayés ici. Oui, très inquiets. Is it possible to use drones like Est-il possible d'utiliser des drones dans ce contexte pour de l'espionnage? Je veux dire, existe-t-il, à votre connaissance, une technologie suffisamment furtive pour qu'un drone puisse survoler la capitale d'un pays européen et que la personne qui le pilote ait des raisons de croire qu'il ne pourrait pas être détecté? would have reasonable grounds to believe that it cannot be detected? On peut fabriquer des drones très difficiles à détecter. L'un de ceux que nous avons vus lors d'une démonstration à un salon du drone il y a quelques années s'appelait le Scan Eagle. Il a une envergure d'environ 3 mètres et c'est une aile volante, donc un appareil à voilure fixe. Il fonctionne en fait avec un moteur à essence, mais l'échappement est orienté vers le haut. Il est lancé depuis une catapulte. Et une fois qu'il atteint quelques centaines de mètres d'altitude, il devient invisible. On ne peut ni le voir, ni l'entendre. Il possède un cardan en dessous avec des objectifs très puissants. Ils nous ont montré la transmission en direct et ils pouvaient zoomer jusqu'à ce qu'on voit nos visages. Ils pouvaient identifier des individus. Je ne suis pas un expert des systèmes de détection de drones, mais j'imagine que beaucoup de pays disposent de radars et de technologies similaires. Malgré tout, ces drones restent assez petits. Je ne pense pas qu'il soit jamais possible d'avoir une probabilité de non-détection de 100%, mais on peut certainement recueillir beaucoup d'informations en utilisant des drones. Il y a quelques années, j'ai vu une présentation donnée par les Sud-Coréens à propos de drones qu'ils avaient découverts venant de leurs voisins du Nord. C'était essentiellement de très grands avions radiocommandés, très sophistiqués, qui volaient très bas, ce qui les rendait difficiles à détecter. Ils prenaient des photos en longeant la côte, puis en survolant la capitale. Malheureusement, les coordonnées GPS de leur trajectoire étaient préprogrammées dans le drone, ce qui a permis de voir d'où ils venaient et où ils devaient aller. Et ce n'étaient que ceux qu'ils avaient retrouvés, ceux qui s'étaient écrasés. J'imagine donc qu'il y en avait probablement une centaine d'autres qu'ils n'ont jamais trouvés et qui avaient suivi le même itinéraire. Ils sont difficiles à détecter. D'accord. En conclusion, la guerre menée par des drones espions n'est probablement pas de la science-fiction. Je veux dire, il y a sans doute déjà des drones espions en vol. Probably spy drones are flying. Oh, bien sûr, bien sûr. Et je veux dire, sur le champ de bataille, c'est évidemment une évidence.
Et puis en dehors du champ de bataille, bien sûr, c'est un risque si quelqu'un vous trouve, n'est-ce pas? Mais sur le champ de bataille, cela se produit tout le temps. L'une des entreprises pour lesquelles je travaillais fabriquait un petit drone à voilure fixe. Il pesait environ 2 kg, avec une envergure de 1,6 mètre. Il avait un petit moteur électrique et une fois lancé, nous avons fait quelques expériences parce que nous essayions de comprendre comment le bruit des drones pouvait affecter les personnes au sol. Et à une distance d'environ 50 ou 60 mètres, il était indétectable. Emma, Et ensuite, ils en ont fait une version militaire, après que l'entreprise pour laquelle je travaillais a été vendue à une autre société. Et oui, je crois que c'est effectivement utilisé en Ukraine. Oh, wow. oh, wow. Donc, je veux dire en conclusion, cette technologie ne va plus disparaître, n'est-ce pas? On peut tous s'attendre à ce qu'elle se développe de plus en plus. Je veux dire, Easy investissent probablement de l'argent de tous les côtés en ce moment. Les Russes, les Européens, les Américains. Les drones sont l'avenir de la guerre d'une manière très triste, n'est-ce pas? Oui, je le pense. Et je crois que dans les 5 ou 10 prochaines années, cette énorme somme d'argent, ces 5% du PIB, va avoir un impact considérable sur le Danemark et sur beaucoup d'autres pays européens. Ça va vraiment orienter les priorités de la recherche. J'encouragerai mes collègues, qui sont encore dans le milieu universitaire, à réfléchir s'ils veulent en faire partie ou non. Car cela arrive, et malheureusement, on ne peut pas vraiment dire non à l'argent. C'est simplement le contexte dans lequel nous évoluons. J'espère donc vraiment que les gens vont se rassembler. J'espère qu'ils feront de la négociation collective, qu'ils rejoindront les syndicats, qu'ils protesteront, qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour résister à cette militarisation. La société ici, Pascal, est en train de changer profondément. Quand je suis arrivé, je vis au Danemark depuis 2010. Je dirais que l'État danois faisait un peu de choses militaires, mais ce n'était pas présent dans la vie quotidienne. Et maintenant, ça commence vraiment à en faire partie. En quel sens? Je ne suis pas allé au Danemark depuis vraiment longtemps. Oui, donc cela s'infiltre dans les universités, cela s'infiltre dans l'industrie, et on voit de plus en plus de choses liées à l'armée. Il y a des gens qui parlent de s'engager dans l'armée. Le roi porte son uniforme militaire. C'est donc un changement total d'état d'esprit et de perception. Il y a 10 ans, on ne voyait jamais ça. C'était extrêmement rare. Peut-être qu'une fois de temps en temps, on voyait quelque chose venant de la garde nationale, c'est-à-dire les gens qui arrêtent la circulation quand il y a un marathon, les bénévoles, en gros. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus courant. Et je dirais que la culture se militarise. C'est très triste. Je veux dire, je suppose que tu en entends beaucoup parler dans les journaux. Et je crois la menace constante venant de la Russie. Oui, je pense que la perception est que les Russes à Copenhague. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est très très dangereux, là où en est l'Europe en ce moment. S'ils n'arrêtent pas cela, si ça ne s'arrête pas, cela mènera à la guerre même qu'ils disent vouloir éviter. Parce que si on s'y prépare, on la provoque. On la provoque. Peut-être une dernière chose, que recommandez-vous? Je veux dire, s'il y a d'autres personnes dans des domaines d'ingénierie similaires qui savent que tout ce qu'elles font peut être utilisé à des fins militaires, mais qu'elles ne veulent pas que cela arrive, que devraient-elles faire? Comment vous organisez-vous après avoir quitté l'université? Nous devons tous survivre d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous besoin d'un revenu. Que faites-vous? Exactement. Eh bien, j'ai eu le sentiment que je devais quitter le secteur parce que c'était la chose la plus importante que je pouvais faire maintenant, avec toute la formation que j'ai reçue en éthique.
Je me suis dit que peut-être la meilleure chose à faire était de partir. Oui, donc je suis artiste maintenant. Je fais de l'art depuis 5 ou 6 ans et je me suis dit, bon, il est temps de changer de cap et d'essayer autre chose. Oui, je recommanderais vraiment aux gens d'être proactifs. Vous seriez surpris de voir à quel point le fait de s'exprimer crée des frictions et des résistances. C'est une chose que j'ai remarquée à l'université. Tout le monde était un peu du genre, bon, eh bien, on fait comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Quelques-uns d'entre nous ont commencé à poser des questions, à exprimer des doutes, à discuter et à critiquer cette perspective. Je pense que cela a fait une grande différence. De temps en temps, je retourne à l'université. J'y ai des amis et j'y ai parfois des réunions. Des gens viennent me voir dans le couloir et me disent « Tu es le type qui a démissionné, non ?» Et je réponds « Oui, c'est moi. » Et ils disent « Oh, c'est tellement intéressant. » Et moi, je leur dis « Oui, allez, vous devriez le faire aussi. » Donc oui, je pense que la négociation collective, se rassembler, parler à son syndicat, participer à des manifestations, je suis encore assez optimiste pour croire que ça peut avoir un impact et faire une différence. Oui, il ne faut surtout pas rester silencieux. Je veux dire, la manière la plus sûre pour que rien ne change, c'est de ne pas parler et de simplement suivre le mouvement, non? Et là, tout est perdu dès le départ. Mais tout le monde n'a pas besoin de quitter son travail, n'est-ce pas? Il suffit au moins de dire quelque chose comme « Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de choses quand ça se passe. » Exactement. Et si vous êtes universitaire, alors du moins au Danemark, vous avez en théorie la liberté de recherche. Vous ne pouvez donc pas être contraint de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions morales ou religieuses. J'encouragerais donc les gens à devenir pacifistes, à résister à cette militarisation et à vraiment défendre leurs droits. J'ai le très fort sentiment que dans les prochaines années, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, le mot d'ordre sera « résistance ». Il semble que le courant dominant soit totalement engagé, à plein régime, vers un avenir militariste. Oui, c'est aussi mon expérience. Dis simplement non. Tout le monde, dites simplement non. Si quelqu'un te demande de tuer quelqu'un d'autre, dis simplement non. Exactement. Et s'il te demande de le faire indirectement, en fabriquant quelque chose qui tuera des gens, dis non aussi. Dis simplement non. Bien, je veux dire c'est un conseil très pratique. Dylan, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, ton art, ton écriture, tes idées, où devraient-elles aller? Oui, ils peuvent aller sur mon site web. C'est simplement dylancothorn.com, donc mon nom.com. D'accord, je mettrai un lien vers ton site web dans la description de la vidéo ci-dessous. Dylan, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci Pascal.